Je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry. Mais si, Xav, ça ira. Je te le promets. On va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir. Oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse. Ah non, merde, une fois pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage. Ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde, un coffre. Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans. Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous. Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction? Oh, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. Laissons nos auditeurs la chance de gagner. Salut les auditeurs. Tu parles à qui, là? Ben, aux auditeurs. Mais il y a personne. Oui, mais tu m'as dit de poser la question, alors du coup... Bref, alors, le podcast dont vous êtes le héros vous offre via l'aide de Tinman Games l'une de leurs applications Fighting Fantasy, à celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial! Tinman Games qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité. Ah, alors là, celui-ci, je le loue. Tu devrais pas faire ça tout de suite, Jerry. Ah merde! Le coffre a des dents! Ça s'appelle un mimique. Oh, au secours, il me lâche pas! Alors, auditeurs, à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau@tau-central-ceti.org pour essayer de gagner une application Tinman Games. Allez hop, Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 11. Questions autour de l'univers des livres. Salutations les aventuriers, et bienvenue au 11e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme toujours, moi c'est Xavier, à mes côtés par contre, 2 personnes pour cet épisode. Jerry. Hello tout le monde. Comment ça va? Ah bah écoute, moi ça va très très bien. Un peu fatigué parce que plein de choses me sont tombées dessus durant ce week-end, mais je suis très très heureux d'être là. Ah, génial. Comment ça s'est passé les vacances? Tout va très bien, les vacances se déroulent à merveille, entre les préparations du marathon de Paris sur les 10 km qui arrive dans 2 semaines, et les petites séances de théâtre le soir, voilà, on va dire que tout roule. Ah bah sympa tout ça. Et aussi, Ludo, comment ça va? Salut à tous, salut Xavier, salut Jerry. Hello Ludo. Bah écoute, au plaisir de t'avoir sur ce nouvel épisode. Hein. Moi aussi, ravi d'être revenu. Alors les gars, ce que je vous propose cette fois, c'est de changer un petit peu. C'est vrai que à chaque épisode, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'un livre, on en discute. Mais cette fois-ci, on va répondre à des questions qui ont été posées par nos fans. Mais aussi, j'ai quelques petites questions pour vous, qui sont un peu sur l'univers des livres dont vous êtes le héros. Alors génial, une interro écrite. C'est ça. Donc si c'est un fail, on arrête le podcast, tout est fini. Ouais, évidemment. On n'a plus le droit de s'amuser. C'est ça. T'as vu, Ludo, il dit plus rien déjà, je sens qu'il flippe. Non, ça va aller. Ok. Alors les gars, justement, en parlant de communauté, il y a Loïc qui nous a écrit, qui nous remercie en fait de lui avoir fait découvrir le groupe Facebook. Loïc, c'est avec plaisir. Alors voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a une communauté sur Facebook qui s'appelle donc Un livre dont vous êtes le héros, une communauté voilà où nous sommes plein de gens qui aimons et qui discutons un peu de tout ce qui est autour des livres dont vous êtes le héros. On partage notre collection, on raconte nos expériences. Voilà, c'est vraiment chouette. Si vous êtes fan des livres, je vous conseille de rejoindre la communauté, vous allez bien vous amuser. Et Loïc, voilà, justement, a l'air on dirait que ça lui fait bien plaisir et on est très heureux de l'avoir. Et récemment, nous avons dépassé les 200 membres. C'est sympa. Je crois que Ludo, t'as rejoint le groupe aussi. Oui, tout à fait. Ouais, super. Il y a 2-3 semaines de ça, oui, je te rejoins aussi. Et bienvenue aussi. Hein. Merci.
Alors j'aimerais aussi remarquer quelque chose de la communauté. Constantin D a fait un excellent travail artistique sur les couvertures des livres dont vous êtes le héros. Alors les gars, c'est vraiment génial. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est inspiré des histoires de Lovecraft et il a créé des fausses couvertures, des adaptations, donc des histoires de Lovecraft, si elles étaient en livre dont vous êtes le héros. Nice. Et bien sûr, ce qu'il fait, c'est les sous-catégories, donc c'est défis fantastiques, sorcellerie. Il les a adaptés par rapport à l'univers, donc le lore de Lovecraft. Puis Ludo, comment il est ton lore sur Lovecraft? Okay. Je crois qu'il y avait Nyarlathotep aussi en fait dans le même. Bon bien sûr après il y a Cthulhu, Dagon, mais voilà il a tout organisé par sous-catégories, différents univers et vraiment chouette et les jaquettes sont excellentes. Et ce que j'ai bien aimé c'est que tu vois il y a ce côté des livres dont vous êtes le héros. Il y a une touche en fait artistique sur ces jaquettes et on sent vraiment que c'est une belle collection, que ça va ensemble. Et là, on sent vraiment la même chose. Au point où j'ai laissé un petit mot dessus, je me sentais pas du tout d'appoint. Bon, je pense pas que j'ai la plume d'écrivain pour faire cela, mais si quelqu'un adapte les aventures de Lovecraft en livre dont vous êtes le héros et qui a un Kickstarter, je pense que j'allonge tout de suite 50 € avec plaisir. Je sais pas pour vous les gars, mais moi je trouverais que ça serait quelque chose de fantastique à voir. Moi, je l'imagine un petit peu en fait ce que ça donnerait dans un bouquin. Vous arrivez devant une porte, vous l'ouvrez. Vous arrivez devant une porte, vous l'ouvrez. Vous ne sortez pas de ce cauchemar, vous l'ouvrez. Et là, puis la dernière porte, tu ouvres et c'est des tentacules qui te mangent. C'est ça, et vous mourrez. 300 pages comme ça, 300 numéros. Non, je pense qu'il y a vraiment des histoires très sympas. Par exemple, comment ça s'appelle, je crois que c'est d'arriver dans la ville d'Innsmouth, d'enquêter un petit peu sur cette église, ce culte très spécifique, et puis tu découvres en fait que voilà qu'il y a des hommes poissons dans la ville qui te chassent. Et le but dans le livre c'est de t'enfuir de la ville, mais tu finis par tomber dans le temple et enfin tu sais un petit peu tu sais vraiment d'adapter l'univers de Lovecraft en livre d'aventure, même ses histoires comme la goule. Enfin, je trouve que ça serait vraiment chouette de le vivre en livre d'aventure. Je me pose la question, mais à la fin du bouquin, tu ne peux pas t'en sortir, en fait. C'est quoi comment tu fais pour dire c'est quand même des histoires Lovecraft. Alors attention, tu peux pas t'en tirer. Mais c'est ça la beauté. On n'est pas obligé d'avoir toujours une bonne fin. Des fois, la fin, c'est juste de ne pas succomber à la folie. C'est plutôt de se suicider. Ah oui, c'est vrai que ça change tout. Mais il faut que t'en arrives là. Mais tu sais, ça pourrait être tout un jeu intellectuel comme ça. Ça pourrait être un jeu psychologique sur les personnages que t'incarnes. Et bien sûr, vu que dans Lovecraft, à part certains numéros, bon, on pourrait te donner une arme à feu, mais tes points d'habilité et d'endurance, ça va plutôt être tes points de santé et tes points psychologiques. De folie en fait, c'est savoir si tu deviens dingue ou pas. Et quand tu lis un paragraphe, il te dit voilà, en fait, un homme poisson se trouve devant toi, faites un test de psychologie, je sais pas comment dire, de sanité, non? Oui, sanity, ouais. Voilà, sanity en anglais, après en français. Sanité mentale, test mental, tu vois. Test mental. D'endurance mentale. Et si tu fais un faux test, ça va t'amener un certain paragraphe où en fait tu commences à flipper et tu vas avoir différents choix. Et si tu réussis ton test, tu vas pouvoir choisir des couloirs ou faire des choses, tu sais, qui sont un peu plus concrètes, qui vont t'aider plutôt à te combattre cette situation complètement folle. Enfin ouais, j'ai beaucoup trop réfléchi depuis. Voilà. Mais je trouve ça génial, quoi. Je dis c'est super. C'est dommage que ça existe pas. En tout cas, si quelqu'un s'y met, oui, voilà. C'est ça. Si quelqu'un s'y met, il faut à tout prix que ça soit Constantin qui fasse les jaquettes, quoi. Elles sont déjà faites, je veux dire, qu'ils utilisent ces jaquettes, elles sont vraiment excellentes. Donc n'hésitez pas à aller voir son boulot, c'est sur la communauté Facebook, c'est super. Alors les gars aussi, je voudrais qu'on parle un petit peu on peut pas trop en parler, hélas, vu qu'on n'a pas eu la chance tous les trois d'y aller. Mais il y a quelques semaines, donc il y a eu le premier festival des Fighting Fantasy qu'il y a eu en Angleterre, avec bien sûr toute la communauté des grands écrivains, Steve Jackson et Ian Livingstone, mais aussi bien d'autres, des exposants. Il y avait des sélections, il y avait des illustrations originales, il y avait toute une exposition, des conférences, un peu bon voilà comme les salons du jeu vidéo, sauf que là c'est le salon des Fighting Fantasy. J'aurais tellement eu envie d'y aller, mais je pense qu'on se fera ça l'année prochaine. Ce qui serait sympa aussi, les gars, si on peut tous y aller ensemble, c'est qu'on fasse un petit micro-interview, quoi, qu'on en profite même pour faire le podcast là-bas. Oui. Ah, ça serait une idée, ça. Ouais, puis qu'on puisse interviewer certains écrivains, des illustrateurs. Donc voilà, on verra, ça sera prévu. En tout cas, encore une fois, je me répète, je m'en excuse, mais
dans la communauté Facebook. Fibre Tiger par exemple a écrit aussi son retour. Il y a pas mal de gens qui ont blogué un peu leur expérience. Planète LDVELH aussi a écrit son expérience en blog et c'est vraiment excellent à lire. On sent qu'il y a eu vraiment une chouette ambiance, quoi. Vraiment quelque chose de super. Donc pour nous on verra, ça sera l'année prochaine, ça c'est sûr et certain qu'on en profitera. Alors les mecs, avant de rentrer dans l'abîme des questions, avant que vous soyez entourés de l'univers des livres dont vous êtes le héros, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique. Ah bah ouais, tiens, qu'est-ce que t'as en stock, Zav, pour nous ce soir? Alors tiens, laisse-moi regarder. Alors, j'ai du Goblin, j'ai du Metallica, j'ai du Uriah Heep, Brace Your Cult. Ah, j'ai de l'Iron Maiden aussi. Ah, Iron Maiden. Ouais, ça te dit, Ludo? Allez, tu peux y aller, tu me lances ça. Ok, bah écoute, je vais te proposer un titre, tiens, l'un de mes albums préférés. Seventh Son of the Seventh Son, on s'écoute à Moonchild? Oui, vas-y. Yeah. Avec plaisir. Yeah. Attends. L'enfant lunaire. C'est parti. Yeah. Moonchild, yeah! À tout de suite. 7 downward slopes, 7 bloodied hopes, 7 are your burning fires, 7 your desires.
take my hand tonight. Moonchild. Hey, j'aime bien ce morceau, ouais, il est nickel. Ah bon ça, un classique. C'est bon ça. Vous avez déjà vu Iron Maiden en concert, les gars? Non. J'ai été trop Non. jeune. Trop jeune, bah, ça, ça va quand même. C'est plus vieux que moi. Laisse-moi kiffer comme ça, genre oui, je suis pas si vieux que ça. Ok. Et toi, Ludo? Non, malheureusement, non, j'ai pas assisté. Ouais. Non, J'aurais je sais- bien aimé, mais pas le temps ou jamais là au bon moment pour le concert. Parce qu'ils viennent, je sais pas s'ils viennent toujours, mais à l'époque, là, dans les années 2000, ils venaient toujours une fois en France, quoi, à Bercy. Oui. Ouais, j'ai eu la chance de les voir deux fois, quoi. Vraiment, putain, les mecs, ils mettent du show, hein. Il y a les marionnettes géantes et tout, les affiches, les pyrotechniques. Enfin, c'est excellent, quoi. Toujours sympa à écouter aussi, pour une bonne baston, non? Ah bah. Dans les livres dont vous êtes le héros, hein, pas Ah, d'accord. Bon, en réel, ouais. ou dans un jeu vidéo, je sais pas, moi, mais Moi, je veux pas en stun réel. jamais sans avoir un petit peu d'Iron Maiden, non. T'imagines le mec et tout, il cherche la bagarre, il pose un boombox et il met du Iron Maiden et puis il lève ses Attends, poings. je n'ai Avant pas de la bonne commencer, musique. C'est ça. Maintenant, on va Avant se la taper. baston. Viens, on va se taper. Et toi, t'es là, tu veux pas qu'on écoute plutôt parce que c'est sympa, quoi. Pas besoin de se frapper. On a les mêmes goûts. Ah non, il faut se taper, ça c'est la musique de la baston. C'est quoi cette voix de Jerry? C'est quoi ça? Je sais pas, en fait, ça me rappelle comment il s'appelle déjà Ouais, ok. Mr. Roger Troutman, Ah, le Roger Troutman. Mosinor. Ah, tu t'essayes de faire une adaptation de Mosinor, c'est ça? Peut-être pas une adaptation, mais c'est le seul truc en fait qui me vient à l'esprit quand on parle de se taper, c'est ce type qui fait radio. Tu te souviens? KRML, DJ Radio, là, avec... Ouais, c'est ça. Salut à tous, auditeurs. C'est ça. Ce soir, on va écouter de la jungle. C'est ça. Bouyaka. Bouyaka, Beat at the bouyaka. rim, bouyaka. Alors, Et ceux puis, qui il ne connaissent met pas General, ce sketch de Mosinor, on vous le recommande, c'est de la balle. C'est assez drôle, ouais. Allez, les questions, les gars, c'est parti. Alors, j'ai une première question de Fabien. Fabien C. Alors, Fabien nous demande, que pensez-vous du jeu vidéo Death Trap Dungeon? Un jeu de BDSM, déjà le terme dont on ramène très fortement. Alors par contre, écoute, je suis en train d'y penser. En même temps que je dis non, je me retiens un peu parce que je t'admets que les publicités à l'époque pour jouer à Death Trap Dungeon étaient quand même un petit peu BDSM. Je sais pas si vous vous souvenez, les gars. Un petit peu? Oui, parce que ils ont... Comment ça, un petit peu? Alors écoute. Ils ont recruté une mannequin et qu'ils ont habillé en cuir serré, en bottes et tout, gants cuir, bon? Ouais, guêpière cuir avec une grosse épée. Non mais je sais, Xavier, c'est Ok. pour ça que je le dis. D'accord. Bon, ouais, j'avais carrément zappé la pub, mais ouais, c'était... Voilà, c'est Quel- pour ça que j'en parle, en fait. Quelle bonne façon de vendre un jeu vidéo avec tout ce... Oui. Ludo, ça te dit quelque chose? Ouais. Vous avez joué, je crois qu'à l'époque c'était PC, je pense, mais Sur PC, PlayStation, c'est sûr. Hein. Bon, j'ai connu la version PC, moi. Ouais, bah je l'avais acheté sur PC aussi. Jerry, toi? Ah bah, PC, en fait. PC, J'avais ouais. pas de console à l'époque. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce jeu? Parce que, à savoir, bien sûr, c'est l'adaptation de Death Trap Dungeon, C'est du ça. même nom, en fait, le de Labyrinthe de la Mort. Labyrinthe de la mort. Exactement. Et Labyrinthe de la Mort qui était écrit par Ian Livingstone. Ah, ah. Et apparemment, je crois qu'il supervisait le jeu vidéo aussi. Alors, D'accord. qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bon, alors déjà en fait par rapport à l'expérience que j'en avais eue à l'époque, j'ai pas fait le lien en fait, j'avoue. J'avais pas fait le lien avec le livre dont vous êtes le héros. Donc, en termes d'adaptation, ça m'était un petit peu passé au-dessus de la tête. Mais par contre, en termes de jeu pur et dur, ça portait vraiment bien son parce que c'était vraiment un donjon avec des pièges, des machins, des ennemis, tout et tout. Des plateformes, il y avait vraiment des tout plateformes, des Amazones, des puzzles. guerriers Amazones qui faisaient
Ouais, c'est des un jeu rondades, équilibriste, c'est des- quoi. Enfin, je me souviens de ça, des personnages qu'il fallait appuyer. Ça, c'était bizarre. Moi, il y avait un truc qui m'avait un petit peu paumé dans le jeu. C'est quand t'étais sur des plateformes, il fallait les activer. Alors, tu sais, quand t'es old school, une plateforme, tu l'actives jamais, t'attends dessus et puis elle bouge. Exact. Donc, c'était des petits trucs, des plateformes flottantes. Après, bon, on s'y fait. Le jeu était sympa. C'était un vrai labyrinthe, assez chouette. Parce que bien sûr, la jaquette du livre, c'est cette fameuse chenille, larve géante là, avec ses pics, avec des dents de cerbère. C'est ça, et avec ses multiples yeux verts, T'as bien envie de jeter dégueulasses. une bombe de bacon dans sa gueule, quoi. C'est ça. Et le jeu en lui-même, en fait, bah, pour moi, c'était peut-être pas ma meilleure expérience vidéoludique, je dois l'avouer, quoi. C'était quand Ouais, de même, assez c'est pénible. pas resté, quoi. À l'époque, je sais qu'il y avait déjà un jeu sandbox, comme on dit aujourd'hui, hein. À l'époque, il y en avait moins. Ludo, on avait joué un jeu ensemble à ce jeu sandbox, on incarnait des flics. Oui, exactement, ouais. Tu te souviens du nom du jeu? Il y avait une nana avec des rastas, et puis il y avait un mec un peu baraque, quoi. C'était Eidos qui Urban avait fait le Chaos. jeu. Urban Chaos. Tout à fait. Ouais, Urban Chaos. Et je me souviens, Death Trap Dungeon, c'était comme Urban Chaos. C'était une grosse boîte comme Tomb Raider ou autre, et quand tu l'ouvrais, il y avait juste ce support plastique qui tenait le CD, et c'était tout. Il y avait pas de livre, que dalle, moi, dans la version que j'ai eue. Et j'étais un peu attristé, je me dis merde, c'est dommage qu'il n'y a pas une édition spéciale où ils te vendent le livre dont vous êtes le héros avec, tu vois, ils te l'ajoutent, ou Ouais, que c'était avec le livre. C'était un jeu vidéo, voilà. Ouais. Si tu sais que c'est en lien avec le livre, tant mieux pour toi, mais j'avais pas vraiment ressenti le lien entre les deux, quoi. Ils en parlaient pas, ouais. On te laissait pas d'indices qui pensaient, C'est voilà, ça. que c'était. On parce t'a que moi, eu. même moi, hein, j'ai pas eu du tout le lien avec le bouquin. Le bouquin, je l'avais déjà vu, mais pas lu non plus, il me semble pas. J'en ai pas le ouais. souvenir. Ouais. Je me rappelle très bien de la jaquette avec la limace, comme Jerry le présentait. C'est un bouquin qui s'était sorti d'ailleurs, je sais même plus, c'était pas en 84, quelque chose comme ça. Ouais, la jaquette de la boîte PC, c'était un squelette avec un œil rouge. Enfin, Une tête de c'est mort ça. un peu maléfique, C'est ouais, ça, avec un c'est œil ça. rouge. Ouais. Qui fait un œil petit rouge plus penser. un peu la Terminator là. Ouais, c'est Voilà, ça, la ouais, Terminator, bien. exactement. Ouais. C'est ça. En tout Et, cas, je me souviens ouais. que la jouabilité était horrible. Pour bouger le Voilà. personnage, c'était comme si, je sais pas moi, tu sais, comme certaines phases de jeux vidéo quand t'es dans un marais, il est lent. Oui. Voilà, c'était ça en fait que je Ouais. chantais sans arrêt. C'était un peu bizarre pour faire un demi-tour complet avec ton personnage. C'était un peu comme les premiers Tomb Raider, tu sais, c'était un peu. Oh, c'était Oui, même c'est- pire, hein, parce que C'était pire quand même. c'était même pire parce que ça faisait vraiment dessin animé, ça faisait vraiment. Et il y avait Enfin, une ouais. super cinématique d'intro en rendu, rendu 3D, CGI, ce qui était chouette. Avec, vous vous souvenez, ah putain, je viens de me rappeler, il y a un cochon qui arrive vers un mec, le héros, et en fait, le plus ce cochon il sort du coin, on remarque qu'il a de la dynamite accrochée à son dos. Et il Ah, explose. ça me dit quelque chose, ouais. Il explose, ouais, il tue le joueur. Quelque chose. Sympa. Allez, prochaine question, les gars. Fabien nous pose d'autres questions aussi. Il nous demande aussi, existe-t-il des adaptations des livres dont vous êtes le héros à l'écran? Films, séries, dessins animés? Alors, à ma connaissance, je ne pense pas. C'est sûr et certain qu'il y a de l'inspiration. Oui. Mais ça, des adaptations, je ne pense pas. À ma connaissance, non. Ce que je peux me souvenir, c'est la série télé Donjons et Dragons. Mais voilà, bien sûr, ça, c'est Voilà. Donjons et Dragons. Il y a des séries animées Ouais. également des séries animées. Il y a peut-être des liens, tu vois, avec l'univers donc de Steve Jackson et Ian Livingstone, parce que bien sûr, ça amène au Games Workshop. Le Game Workshop amène à Warhammer 40 000, et là, il y a pas mal de, tu sais, pas des séries télé ni des films, il y a pas mal de fan-films ou des petites productions basées sur Warhammer 40 000. Exact. Voilà, mais il y a pas, je sais pas vraiment s'il y en a. En tout cas, Pour ça moi, serait sympa à voir. Pour moi, je crois pas. Pour moi, il n'y en avait pas non plus. Ça me dit rien du tout. Ouais, parce que tu sais, il y a Kalimdor, Conan le Barbare, tout ça, bien sûr, c'est de l'inspiration Heroic Fantasy, mais après des films. Je sais que c'était prévu. Je pense qu'ils avaient parlé de ça. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça d'ailleurs. Ça va être adapté adapté au cinéma par la Fox. Par quoi contre, Lequel justement les livres, non, le concept des livres dont vous êtes le héros. Ah ouais, Le concept en lui-même. les Fighting Fantasy, ah ouais. Ouais, ça va être adapté au cinéma par la Fox. Par contre, on quand sait tu pas dis- qui, quand, Ouais. Et le concept, tu veux dire quoi, de choisir ou juste l'aventure elle-même? de l'aventure elle-même. Ok. Alors une dernière question de Fabien, vraiment très intéressante pour l'écriture des livres. Alors Fabien nous demande: je viens d'écouter le podcast de la Citadelle du Chaos et j'ai une autre question.
Dans les jeux vidéo, il est presque instinctif de ratisser tous les lieux pour y dénicher les meilleures armes, les nouveaux indices. Mais dans les livres dont vous êtes le héros, c'est impossible. Est-ce que vous ne ressentez pas une certaine frustration, une fois la quête terminée, d'être passé à côté d'autres salles et d'énigmes, d'ennemis et d'objets? J'ai du mal à reprendre un livre, vu qu'on l'a lu à 90%, et juste de le relire pour compléter les 10% restants. Par extension, pourquoi le principe du marais des scorpions, où on pouvait explorer tout le marais, n'est pas devenu une norme dans l'écriture? Alors, en fait, pour moi, justement, l'intérêt du déroulement standard d'une aventure dans les Fighting Fantasy Books, c'est que il n'est pas possible de faire tout le jeu, en fait, entre guillemets, d'une seule traite. Il y a plusieurs chemins qui permettent d'avoir du coup, en fait, des aventures très différentes d'un joueur à l'autre. Mais aussi, quand on joue en fait tout seul, on peut revenir dans le bouquin et emprunter un chemin très différent et découvrir des choses très différentes. Là où un jeu vidéo, en fait, une fois qu'on a effectivement tout ratissé, j'ai ce comportement-là dans le jeu vidéo, l'envie typique de découvrir tout ce qu'il y a dans la map, tout ce qui est caché, et de ne rien laisser. Bah, une fois que tout est exploré, en général, on a un petit peu moins envie de rejouer à un jeu vidéo. On sait qu'on l'a fini à 100%. Alors que là, en fait, avec un livre dont vous êtes le héros, on finit l'aventure une première fois, on le laisse de côté et ensuite on peut recommencer à le lire, se dire ah bah tiens, la dernière fois je me souviens que j'étais à peu près passé par là, je vais peut-être passer par un autre chemin, voir ce qui se passe. Et voilà, le plaisir en fait de l'aventure est renouvelé. Au moins 4-5 fois avant de vraiment avoir fait le livre de fond en comble et d'avoir vraiment découvert toutes les options qu'il permet d'avoir. Bah justement, c'est ce qu'on a vécu avec Ludo, hein, tu te souviens qu'on a fait le podcast de la citadelle du chaos, Ludo. Du chaos, ouais. On n'est pas du tout passé par les mêmes endroits, hein, tous les deux. Exactement. Ouais. D'où l'intérêt justement d'avoir des endroits différents, de pouvoir essentiellement se compléter même au fur et à mesure de l'aventure. Alors moi, ça m'embête pas de relire les livres. Franchement, c'est assez sympa. Peut-être pas à 90%, mais quand je connais des paragraphes par cœur, j'ai tendance à les anticiper déjà. Je passe au suivant. Je le lis pas entièrement, je me souviens exactement ce qu'il est en train de décrire et j'en profite justement pour passer aux endroits où je suis jamais allé. Alors Fabien, quelque chose que t'aimeras peut-être, c'est tu peux trouver en ligne des plans. Il y a des gens qui dessinent les donjons, les forteresses. Et pour avoir un voyage rapide, ces plans souvent mettent le numéro du paragraphe. Donc tu peux utiliser ces plans-là pour tu sais des voyages rapides, un peu comme dans des jeux vidéo en fait. Tu peux instantanément te téléporter à des endroits que tu n'as jamais explorés et commencer la quête à partir de là, sans devoir lire les 15 ou 20 premiers paragraphes que tu connais par cœur. C'est ça. Donc voilà ce que je pourrais dire, Fabien. Mais moi, c'est pas trop une frustration. C'est peut-être une feignantise de ma part en fait de relire les paragraphes que je connais par cœur. Et c'est vrai que des fois ça me donne pas trop envie, mais je sais que ça vaut le coup car de revivre l'aventure sous un autre jour est vraiment intéressante. Déjà, d'où le fait que j'ai envie de faire ce podcast avec vous, les gars. C'est qu'on puisse discuter des différentes aventures que nous avons vécues ensemble. En même temps, on est mort tellement de fois sur certains bouquins et qu'on a envie d'arriver plus à la fin qu'autre chose. Ludo, combien de fois on s'est fait virer par la fenêtre dans la citadelle du chaos? Oh là là. T'imagines ça s'il faisait un clip à montage du mec qui se fait jeter par la fenêtre à chaque fois? Ouais, de toute façon, on les compterait même plus, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et pareil avec Jerry, quoi. Combien de fois on est mort dans Sorcellerie? Bah oui, ça c'est juste un grand classique quoi en fait. Enfin, c'est genre c'est juste un peu, d'avoir rien fait en fait tout simplement. C'est un peu différent aussi vu qu'on a tellement lu, on anticipe, on connaît déjà un petit peu c'est vrai. les endroits où on va crever quoi. D'où pourquoi on visite pas tout complètement toute oui, l'aventure en sachant ça peut être des pièges, bien dit. Toujours des choses des choses complètement absurdes qui peuvent arriver, donc on esquive plus souvent, mais bon. Non, mais tout à fait. Il y a des endroits qu'on connaît, qu'on va pas visiter parce que c'est des cul-de-sac. C'est bien ça. C'est cul-de-sac. Alors ça vaut le coup de le découvrir ce cul-de-sac, mais après quand tu te dis, je viens de faire tous les paragraphes, on meurt partout. Bon. Voilà. Ok. On s'imagine les pièges qu'on pourrait tomber, donc on va les éviter un maximum et avancer le plus possible, et voilà. En effet. Ouais. C'est sympa en tout cas. Les gars, je pense que les questions de Fabien étaient vraiment intéressantes. Oui. J'ai juste et justement, Jerry, j'y ai pensé aussi. J'ai vu que tu me l'as communiqué là à l'instant. On va revenir sur une de ces questions à Fabien. C'est existe-t-il des adaptations des livres dans le héros à l'écran? Jerry, vas-y. Eh bien, il en existe une sur House of Hell de Steve Jackson et Ian Livingstone. Alors, est-ce que j'ai lu, Jerry, dans l'article, il n'existe pas. Il a été annulé. C'est ça.
Ils ont commencé à faire en fait à lancer l'idée, faire des castings, une espèce d'adaptation contemporaine. Complètement en pré-production. House of Hell, qui est donc le manoir de l'enfer. C'est ça. Et donc voilà, je crois que c'est vraiment le plus proche qu'on a été d'une adaptation cinématographique d'une aventure de Fighting Fantasy. Vous les gars, vous êtes un peu au courant là de la série télé Heavy Metal Hurlant? Metal Hurlant, oui. Alors, oui. Le concept de Metal Hurlant, c'est comme le magazine. Chaque épisode, c'est une histoire indépendante de l'autre. Est-ce que ça serait pas un excellent concept pour les défis fantastiques? Oui, ça peut s'en rapprocher à la rigueur, ouais. Ouais, de faire un épisode de 45 minutes qui n'est pas en lien avec le précédent, sauf pour certaines histoires, vous savez, qui se suivent un peu. Oui. Voilà, où il pourra avoir 3 épisodes, voilà, c'est les 3 spéciales qui sont connectés, et puis après, voilà, on peut faire la Maison de l'Enfer en 1 ou 2 épisodes de 45 minutes. Ça pourrait être un bon concept, ça. À voir. En tout cas, Jerry, ce que j'ai lu sur le Manoir de l'Enfer, c'est qu'ils vont l'adapter en DVD jouable. En fait, le film va être représenté en dessin animé ou en animation, et avec la télécommande du DVD, on choisira dans quelle direction on va. Je vois très bien. Donc un genre de chapitrage interactif. C'est ça, exactement. Ouais, c'est pas mal ça. En tout cas, voilà les gars, je remercie beaucoup Fabien pour ces questions vraiment intéressantes. Alors nous avons une question, là c'est marrant parce que ça nous ramène au Manoir de l'Enfer. Nous avons une question de Chris Y. Alors Chris nous demande à quand un podcast sur le Manoir de l'Enfer. Je sais qu'il insiste beaucoup là-dessus et il a bien raison parce que le Manoir de l'Enfer c'est un excellent livre dont vous êtes le héros. Chris, merci beaucoup pour ta motivation. Et justement, Chris, tu vas être bien content car ça sera notre prochain épisode. Et voilà, le Manoir de l'Enfer, c'est prévu. Je crois qu'on va bien s'éclater à le faire celui-là. Ça va être une très bonne aventure et bien sûr, comme on en parle, on va voir combien de fois on crève. Oh non, j'essaie de ne pas compter. En fait, j'avoue que pour la dernière aventure en date, je crois que j'ai rarement fait autant de nouveaux runs en fait pour arriver jusqu'à la fin. La forteresse de la malédiction. C'est ça, ouais. Alors que et c'est là je me rends compte que sur les trucs les bouquins qu'on avait fait avant Xav, j'avais eu quand même pas mal de chance d'arriver aussi rapidement à la fin. Pas comme Ludo à être jeté par la fenêtre plusieurs fois de suite. Voilà. J'ai eu le même ressenti avant la citadelle du chaos. Il a fallu celui-ci pour mourir plusieurs fois, pas mal de fois. Ouais. Alors les gars, une question de Laurette SK. Alors Laurette nous demande: est-ce envisageable de retranscrire la collection des livres dont vous êtes le héros en gamebook numérique pour proposer comme support éducatif scolaire selon vous? C'est une bonne question. Moi, je trouve que oui, parce que Jerry, dans notre premier podcast, le tout premier du podcast dont vous êtes le héros, celui où on est complètement coincé du cul. C'est vrai, n'empêche, quand on s'écoute, là, on a un petit peu honte, mais il y a un début à tout. On était jeunes, on était ambitieux. Il y a bientôt un an, hein. Il y a bientôt un an. Ludo, justement, on en parlait, et tout a commencé comme livre éducatif scolaire. Et oui, c'était des livres destinés à motiver les enfants pour pas qu'ils se retrouvent devant un médium passif qui pouvait entre guillemets les endormir quoi, tout simplement. Alors je me souviens plus du premier livre, mais c'était sur un chat. Non, enfin les premiers c'était des problèmes mathématiques qu'il fallait suivre, et après il y avait l'histoire d'un chat. Ça pourrait juste casser le rythme de la lecture habituelle de gauche à droite et tout. Je pense ce qui déplaira aux professeurs utilisant cette méthode, c'est le côté un peu jeu avec les dés, et les choses comme ça. Ouais. Ça dépend encore des professeurs. Moi, si j'étais prof, je trouverais ça super. J'ai mes élèves qui s'amusent et qui apprennent. Ok, génial. En plus... Avec des profs qui feraient leur notation avec des dés également. On va voir quelle note tu as. Oh merde, c'est pas bon ça. Je fais un double 10. Ah, très bien. Tu as 20. Ah Jerry, on dirait que t'as pas beaucoup de chance. Ah oui, double 2. C'est dommage. Pourtant tu avais appris ta leçon. C'est con, hein. Ouais, c'est un coup avec les professeurs jouent encore plus que les élèves, ça. Tu vas les corrompre encore au jeu. Pourquoi pas? Enfin, peut-être pas un défi fantastique, ça sera de nouveaux écrivains, il y aura un nouveau livre qui seront plus pour le côté éducatif scolaire. Je veux dire, vive la Révolution française dans un livre dans le bureau, ce qui existe dans les collections histoire. Mais en même temps que tu lis le livre, t'apprends plein de choses. Tu rencontres des personnages qui, tu sais, tous les personnages les plus importants de l'histoire à travers. Et moi, je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant.
Ben, quelque part, on a déjà un petit peu ça avec les différents jeux interactifs, en fait. Ça, c'est passé directement, en fait, à ce stade-là. Bah, les Assassin's Creed. Et voilà, en ouais, fait, ouais. Dans les Assassin's Creed, ensuite, à faire à la fois de l'amusement, de l'éducation et, bon, pour les premiers tomes, en tout cas, de l'aventure, un petit peu de réflexion sur, notre société, des thèmes un petit peu, voilà, qui amènent à la réflexion du joueur et, qui serait très très intéressant de mettre en jeu en fait dans un système éducatif classique. Tout à fait, ouais. Alors, nous avons une question aussi de Alain G. Alors, Alain nous demande: lorsqu'on regarde de plus près la série Défis Fantastiques, on remarque l'existence de mini-séries à l'intérieur. Il y a celle qui met en vedette l'aventurier qui se réfère au mage Yastromo, présent dans la forêt de la malédiction, le temple de la terreur et la crypte du sorcier. Il y a aussi celle de l'aventurier lié à la ville de Fang, le labyrinthe de la mort, l'épreuve des champions. Existe-t-il d'autres séries de ce genre au sein des Défis Fantastiques? Ai-je oublié des livres qui se rattachent aux deux épopées que j'ai mentionnées précédemment? Alors là, c'est la bonne colle, hein. Là, il faut réviser un peu notre connaissance et notre histoire. Alain, super question, merci beaucoup. Je t'admets que je fais les liens comme ça que je découvre automatiquement. Et les gars, vous en connaissez, vous? Comme ça, non. Tout à fait, non. Il faudrait que je replonge un petit peu dans les bouquins pour voir. Mais ça, je me souviens, ado, quand je les lisais, je faisais les liens entre autres. Tiens, on retrouve Yastromo, c'est sympa. C'est ça. À part, petite référence et tout, mais c'est très ponctuel en fait Alors les références, il y en a un paquet, ça c'est sûr. Hein. Il y a vraiment des choses que l'on retrouve, surtout quand l'on joue. Bon, c'est un peu fait pour, mais Retour à la montagne de feu. Donc voilà, j'admets Alain que on est un tout petit peu perdu. En tout cas, merci de nous rafraîchir la mémoire et même de nous faire réfléchir, et donner l'envie d'explorer un peu plus, de replonger dedans et de découvrir. Et voilà, on va se replonger dedans pour pouvoir te donner une réponse un peu plus documentée la prochaine fois. Le monde du Titan est assez vaste. Alors voilà les gars, je vous propose qu'on fasse une petite pause avant d'avoir plus de questions. Très très bien. Alors, on va parler un petit peu de loup solitaire. Alors les gars, un petit Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. L'appel du loup les gars. Ah bah oui. Ah ouh. Ah ouh. C'était quoi ce truc? Ah ouh. Oh, le loup solitaire. Tu comprends pourquoi il est solitaire, personne ne veut tuer, hein? Oh, c'est trop triste. Papa. Ah ouh.
j'ai quelques questions pour vous maintenant. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en premier pour vous? Le jeu de rôle ou les livres dont vous êtes le héros? Les livres dont vous êtes le héros. Pareil pour moi. Les bouquins aussi. Et par la suite, jeu de rôle? Ah, par la suite, jeu de rôle, évidemment, mais d'abord... Oui, un petit peu, mais j'étais plus sur les bouquins, moi. Ah ouais, plus en solo. Ouais. Le vrai loup solitaire, c'est toi, alors. C'est ça, exactement. Mais Jerry, t'as encore fait Aou, c'est ça? Oui. Pour ma part, moi, c'était d'abord la découverte du jeu de rôle, mais la première vraie interaction, c'était les livres dont vous êtes le héros. Et puis après, le temps de se trouver des amis, c'était le jeu de rôle. Mais en effet, c'est beaucoup plus facile de commencer les livres dont vous êtes le héros que le jeu de rôle. Hein. Tout à fait. Et puis après, voilà, une fois que c'est plus facile, t'as le livre dans les mains, tu commences tout de suite, et puis après, ben voilà, tu trouves des amis et tu peux faire du jeu de rôle. C'est ça. Alors les gars, enfin, d'autres amis, d'autres passionnés, on va dire, parce que amis, je pense que t'en avais. Ouais. Au moins des passionnés du même concept, quoi. C'est sûr. Qui jouent au même jeu de rôle, comme ça. Après, tu peux faire un groupe. Maintenant, avec l'âge d'internet, aujourd'hui, c'est vraiment plus facile de trouver du monde, de se créer des groupes, même de jouer via Skype, hein. Carrément. Alors les gars, qu'a eu comme influence justement les livres dans le héros sur votre vie, votre créativité? C'était vraiment l'illustration qu'on trouvait sur l'un des bouquins qui m'a donné envie d'apprendre à dessiner. C'était La Traversée infernale. Ah, Loup solitaire numéro 2. C'est ça. Et donc on voyait ce guerrier Dracarim qui était en train de fouiller à travers les décombres du vaisseau en fait qu'il avait détruit avec sa flotte, et parmi les décombres donc il était en train de chercher l'envoyé de Summerland, nous en l'occurrence le solitaire, pour mettre un terme à sa quête. Et donc voilà, c'était d'abord comme souvent en fait quand on est petit, on essaie de copier un petit peu un style, une illustration qui nous a bien plu. Et pour moi, ça a commencé avec celle-ci. Et aujourd'hui, je fais du design. Et toi, Ludo? Alors moi, pour ma part, c'était complètement différent. Ça m'a permis de m'intéresser, on va dire, au style roman entre guillemets, au niveau du bouquin en lui-même. Mais moi, je suis resté vraiment sur ce genre de livre parce que je suis pas trop roman. Et par contre, en règle générale, le point de vue stratégique. Voilà comment s'en sortir entre guillemets. Ça t'a donné des leçons de vie? Oui, quelque part, oui. Comment pas abandonner entre guillemets, quoi. Continuer quoi qu'il arrive. Super ça. À avancer. Ouais, c'est génial. Dans l'idée était là, quoi. Bah, quand on est tout jeune, c'est des bonnes leçons de vie, ça, ouais. C'est ça. Jamais lâcher, qu'on sait qu'on peut conquérir. Bah malgré les pièges, malgré les problèmes et tout ça, on peut continuer à avancer comme tu dis. Ça rend les livres bien poétiques là, ce que tu dis. C'est ça. Super. Génial. Alors Jerry, une commande si possible, parce que bon, les gens ne savent pas trop, nos auditeurs sur le podcast, mais tu dessines quand même très très bien. Oh là là, je sens le truc arriver. Justement, Jerry, est-ce que tu peux nous faire une illustration comme le deuxième volume de Loup solitaire? Mais au lieu que ça soit le chevalier Dracarim, est-ce que tu peux nous mettre tous les trois à la rame du bateau? En train de résister à la tempête. Ah, ce serait intéressant, effectivement. Je regarde l'idée parce que je vois bien le truc, en fait. Tout de suite, tu vois, ça m'inspire. Ouais. On pourrait l'utiliser comme sur la page web du podcast, quoi. Ça pourrait être sympa. Ça peut être sympa, oui. Ouais. En effet. Alors les gars, une autre question. Pensez-vous que nous sommes un marché niche en tant que lecteurs de livres-jeux, ou pensez-vous que nous sommes plus que nous le croyons? Marché niche, ouais. Il y a un petit genre, est-ce que tu crois qu'on est une petite communauté de lecteurs ou est-ce que l'on est plus que l'on croit? Peut-être plus à la rigueur, je dirais bien plus, ouais, par rapport à même à la page Facebook et tout ça. On n'est pas si niche que ça, en effet, hein. On est plus que l'on croit. Ouais, je pense qu'on est plus qu'on le croit, ouais. En effet. Alors je sais que en tant que d'avoir lu les livres, oui, mais les gens qui continuent à les lire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent ça comme un souvenir d'enfance et tu sais qui ont lâché depuis, qui ne lisent plus. Donc ouais. Et toi, Jerry? Pour l'instant, je pense qu'on est encore une niche, mais on a un énorme potentiel parce que
en fait on surfe un petit peu sur l'effet de nostalgie. Il y a beaucoup de gens qui ont joué en fait à ces livres quand ils étaient plus jeunes et donc voilà quoi. En fait c'est une espèce de niche en fait en sommeil qui pourrait devenir un marché très vaste le temps que ça se réveille un petit peu quoi. D'ailleurs c'est pour ça que je pense que le succès des adaptations sur appli sur portable surfe un petit peu sur cet effet de niche qui pourrait grandir par la suite, relancer un petit peu la flamme en fait des livres dont vous êtes le héros, mais sur un support différent et un peu plus actuel à ce que l'on vit aujourd'hui. J'aurais d'autres questions qui suivent bien là sur quoi tu pars. Je vais les garder pour tout à l'heure, mais ouais, en effet. Moi, je pense qu'on est toujours niche, mais l'année précédente, 2013 et 2014, j'ai l'impression tu sais, toute cette génération qui nous sommes, on grandit, Oui. Et on retrouve cette passion, et donc c'est un peu comme le rétro gaming, tu vois, ça, c'est revenu avec un boom là, dans les années 2010, le rétro gaming. C'est ça faire plonger les gens en fait dans leur. On est en 2014, il reste encore 6 ans avant la fin des années 2010, et pourtant le rétro gaming est revenu avec un boom énorme. Avant, c'était quelque chose de beaucoup plus obscur. Maintenant, je veux dire, tout le monde parle de Super Nintendo sur Facebook, c'est revenu, la Nintendo, même plus vieux, l'Amstrad, l'Atari. L'Atari, ouais, carrément. Donc ouais, voilà, juste pour faire le lien rétro gaming, mais je pense que là, on est en train c'est l'éveil de la bête pour moi. Je pense que 2014, là, ce qui se passe, les applications, le festival en Angleterre, je pense que 2015-2016 nous réserve des choses vraiment intéressantes sur, j'ose pas dire la résurrection, parce que ça a jamais été vraiment mort ni disparu, mais quand même un petit peu, je veux dire, il y a beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de choses qui sont en progression, malgré qu'il y en ait quelques-uns quand même. Ça, pour moi en fait c'est juste une réémergence en fait, c'est du phénomène tel qu'on l'a connu avec des oripeaux modernes. C'est vraiment ça. Un petit peu en fait se redorer le blason sur un genre qui a été à l'origine de beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui quoi. Bah justement les gars, comme on parle là justement de la résurrection, j'ai une question là-dessus. Est-ce que vous pensez que les adaptations numériques sont une bonne chose, ou est-ce que les livres, vous trouvez, perdent leur magie, le fait qu'elles sont digitalisées? Pour ma part, oui. Alors dis-nous, moi, Ludo. Question numérique, ça peut être pas mal, parce que maintenant c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est pratiquement que ça. Après, je pense que le bouquin reste encore, on va dire, quelque chose qu'il faut qu'on garde et qui continue, parce que c'est quand même quelque chose de, comment on dit, physique, qu'on peut emmener partout. Enfin, malgré que maintenant avec Internet, on peut toujours amener le numérique aussi partout, mais c'est pas pareil. Je trouve que c'est quand même, voilà, moi pour ma part, je reste quand même amoureux des bouquins et garder vraiment le côté physique quoi. Donc par exemple, si je te donne un manoir de l'enfer sur iPad et le livre, tu prends le livre. Ouais, j'aurais plus de facilité et plus l'envie de lire sur le bouquin plutôt que de lire numériquement comme un simple site internet ou en fait ne pas tomber dans la routine de tous les jours, lire n'importe quoi. Ok. Par contre, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est la version iPad, c'est un peu la version 2.0 du livre dont vous avez le héros. C'est qu'il y a des bruitages, de l'interactivité, quelques petits trucs en plus. Ça reste ce que ce l'est, mais ça ajoute un peu cette évolution, tu vois, à la lecture. Ouais. Tu préfères quand même le livre? Oui, je pense que je resterai sur le livre. Ok. Et toi, Jerry? Pour moi, en fait, les deux ont leurs avantages. Ce que j'aime bien dans la version numérique, c'est que ça sollicite un petit peu plus le joueur, qui a des facilités, par exemple les lancements de dés, enfin des petits mécanismes en fait. Beaucoup plus portatifs en fait. Voilà, exactement, qui rendent la chose interactivement intéressante. Là où je trouve que ce qui fait la force du bouquin en fait en soi papier, c'est et qui n'est pas transposable en fait sur le numérique, c'est l'aspect, c'est pas que c'est pas transposable, mais le numérique n'apporte rien là-dessus, c'est que les bouquins font appel vraiment beaucoup à l'imagination. C'est ça. Et ça travaille du coup l'imagination du lecteur, au lieu de lui donner tout de suite les clés en fait pour qu'il s'imagine. Donc des choses. Et ça c'est quelque chose que le numérique n'a pas vraiment le numérique n'a pas de mainmise là-dessus, quel que soit le support. Donc
Ça reste l'un des points forts du bouquin, quoi, je pense. Après, voilà, le numérique, il y a l'interactivité, il y a le fait qu'on puisse l'embarquer un peu partout sur son téléphone, ça prend un petit peu moins de place. Voilà, c'est chouette. Je trouve que c'est une bonne chose, l'adaptation des livres en numérique. Alors, Ludo, je pense un tout petit peu comme toi. Le choix, ouais. Moi, je prends les deux, mais j'ai un attachement personnel aux livres, non seulement pour ceux que j'ai grandi avec, mais aussi pour les autres. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses en physique. C'est ça. Pour moi, quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai l'intégrale des jeux Nintendo sur ma librairie Wii U. Je dis, ouais, mais c'est dans le cloud, tu vois, s'il y a un serveur qui claque, quelque chose, t'as les librairies, elle est pas physique, elle n'existe pas, il y a rien à admirer, je veux dire, on peut tout jouer. Mais il y a ce côté, alors c'est vrai que ça va pas trop dans la voie du bouddhisme, hein, le fait d'être trop possessif là-dessus. Mais c'est aussi ça la passion d'un collectionneur. Ouais. Elle est un peu comme le rétro gaming, hein. On revient vite fait là-dessus entre parenthèses. Tu joues à ton Mario Kart sur émulateur, alors que tu as ton Mario Kart physiquement dans ta console Super NES, c'est complètement différent. Tout à fait, ouais. Le fait de rejouer avec la manette en main, voilà. Ça reste peut-être le même jeu, mais il y a toute une essence, il y a toute une fête de jouer avec une manette et pas un clavier, il y a quelque chose de différent. Ouais. C'est ça. Bah écoute, moi, juste pour dire, ouais, je trouve, les livres j'aime beaucoup, mais je trouve ça super, et je trouve qu'ils perdent pas leur magie. Ce que je veux dire en magie, c'est un peu leur âme, tu vois. Déjà, le directeur artistique de Tin Man Games, Neil Renison, j'ai discuté un petit peu avec lui. Il propose même des évolutions. Il garde toutes les illustrations de base, qui rechoppe les originaux, hein. Donc il les retranspose en numérique, en très bonne qualité, ce qui rend les images immortelles maintenant. Tu vois, elles sont sans jamais sur la toile. Alors comme je disais, oui, il y a des serveurs qui peuvent péter, mais d'ici là, les gens ont déjà copié l'image partout sur leur disque dur. Oui. Ça rend la chose immortelle, tu vois, contrairement au livre. Le livre, avec le temps, de toute façon, les pages vont vieillir, les choses jaunir, ouais. Exactement, ça va s'abîmer. Donc moi, je trouve ça chouette, je trouve que ça permet aussi beaucoup plus facilement, parce que la nouvelle génération d'enfants sont plus innés à jouer sur l'iPad, l'iPhone, on les voit tout de suite. C'est vrai. Ils arrivent tout de suite, donc je pense que ça va permettre aussi, via tous ces appareils, de leur faire découvrir les livres dont vous êtes le héros. Oui, pour la nouvelle génération, oui, par contre, c'est un plus. Ah, c'est chouette, ouais. Une autre question, la suivante. Allez. Alors, qu'aimerez-vous voir sortir dans les prochaines années sur les livres dont vous êtes le héros? C'est une question un peu vaste et vague. Réfléchissez pas trop. Dites plutôt, c'est plus une question sur votre goût personnel. Qu'est-ce que vous aimeriez voir un peu qui sortira? Moi, je pense que j'aimerais bien, en fait, retrouver le Loup solitaire. Nouvelle édition? Nouvelle édition, de nouvelles aventures. Peut-être pas lui directement, mais... quelqu'un d'autre qui adapte comme les aventures de Lovecraft? Oh non, pas vraiment en fait. Parce que Lovecraft, il y a des nouveaux écrivains qui agrandissent le lore de Lovecraft, ouais. Effectivement, oui. Mais c'est ça en fait. Voilà, ce serait peut-être pas le Loup solitaire lui-même, mais son apprenti ou quelqu'un qui marche dans ses traces. De Magnamund en fait, que quelqu'un d'autre que Joe Dever. Exactement. Et qui le retrace un petit peu, qu'on voit en fait ce qu'en sont devenus les royaumes qu'il a sauvés, qu'est-ce qu'ils sont devenus, et qu'un nouveau héros en fait vienne marcher dans ses traces. Et suivre un genre de parcours initiatique guidé par la voix de Loup solitaire du héros qu'on a joué pendant longtemps, quoi. Un peu comme les romans Star Wars, tout cet univers étendu écrit par K.W. Jeter et d'autres mecs, voilà, c'est pas que ou par exemple comme un petit peu comme dans les Assassin's Creed, tu vois, en fait, où tu joues un personnage qui marche un petit peu dans les traces de son ancêtre. Ah, tu veux dire plus sur la fiction elle-même, sur de quoi on va parler, pas qui va l'écrire. Voilà, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça peut être très très sympa. Ça peut être, voilà. Je sais pas qui pourrait l'écrire, hein, mais bon. Ça viendra peut-être avec cette. On verra, mais ouais, c'est chouette ça. Je rejoins un peu Jerry sur ce coup-là du Loup solitaire, une sorte de réincarnation de comment on appelle ça, d'apprenti ou autre, ouais, exactement, l'idée. L'apprenti de Loup solitaire, mais ça c'est déjà un petit peu. Il y a déjà des choses comme ça qu'on arrive à la 3e saison, si je puis dire, des livres Loup solitaire, ouais. Il se passe déjà des changements. Alors je veux pas trop spoiler pour ceux qui sont en train de les lire, donc on ne dira pas plus. Hein. Ouais. L'idée est là, ouais. Ouais, c'est clair. L'idée est là. Alors justement, un petit truc là, les gars, sur Kickstarter, Joe Dever a lancé un Kickstarter qui s'est terminé avec très grand succès, mais la création, donc on va le voir bientôt, mais de Loup solitaire en jeu d'aventure, jeu de rôle.
papier, des crayons, cartes, livres. Et donc j'ai participé au Kickstarter. Je vais recevoir une boîte, donc j'en parlerai avec vous dans un futur épisode. Je vais apprendre les règles et puis pourquoi pas faire un podcast où on y joue tous les trois. Ah, ce serait génial. On peut se faire 1 heure d'aventure. Je peux écrire une mini quête de donjon et puis on va se balader dans l'univers de Summerland. Ah, ça, ce serait génial. Ok. Vous serez les sous-fifs de loups solitaires qui doivent aller chercher de l'eau dans un puits dans une caverne et puis vous avez qu'à un seau d'eau pour vous défendre. Ça dépend. Est-ce que ce seau d'eau est magique? Non. Est-ce qu'il est en fer? Parce que moi, je connais maintenant l'histoire. En fait, le seau d'eau c'est une bombe et tu ne le sais pas. Ah, d'accord. Pas de grave. Si jamais le seau d'eau est en fer, je peux me protéger des souffles de dragon. Alors les mecs, forcément quand on parle de livre dont vous êtes le héros, on parle de créativité, l'imagination, et on parlait un peu plutôt aussi de cinéma, parce que tout ça nous lie un petit peu. On retrouve des films qui nous replongent aussi dans des aventures que l'on a lues. Alors en parlant de cinéma, quel film vous fait vraiment penser à une aventure des livres dont vous êtes le héros? Très facilement, j'ai envie de dire, il y a les adaptations de Tolkien au cinéma en ce moment, mais d'un point de vue un petit peu moins mainstream, enfin un peu moins connu. Moi, je pense en fait finalement, en ayant 2-3 petites minutes de réflexion, à deux films que j'avais bien aimés et qui me rappellent vraiment les livres dont vous êtes le héros, c'est Willow et l'histoire sans fin. Ouais, Willow, oui. Ouais, très bien. Ah oui. Bonne comparaison. Ouais. On continue un petit peu sur le cinéma. Ouais. Alors, aimerez-vous voir un des livres en production cinématographique? Lequel et avec qui? Bon, moi c'est assez simple. Je voudrais pas voir l'adaptation d'un livre, mais des 4 premiers tomes de Loup solitaire. Ça c'est voilà. Et qui jouerait Loup solitaire? Actuellement, eh bien, écoute, je verrais bien un petit Jake Gyllenhaal. Oh la vache, ouais. Moi je verrais quelqu'un déjà assez âgé. Alors moi par contre au niveau du bouquin d'adaptation, je reste toujours sur mon premier bouquin que j'ai eu, c'était Le Gouffre maudit en Loup solitaire. Ouais. Moi les gars c'est marrant, on fixe tous les trois sur Loup solitaire. Hein. Oui. Je pense c'est parce que Loup solitaire est cette histoire en continu qu'on a envie de voir au cinéma. Après je dis pas que beaucoup de défis fantastiques on n'a pas envie. Hein. Mais il y en a pas mal qui donnent vraiment envie. Mais ouais, moi aussi je fixe sur Loup solitaire. C'est ça. Et j'aimerais bien voir, mais j'aimerais pas commencer par le début. Moi, ça me dirait bien de commencer par la deuxième saison de Loup solitaire. Alors quand je dis deuxième saison, oui, génération quoi. C'est ça, tu sais, c'est une fois que le personnage de Loup solitaire évolue, donc qui devient un peu Magna Kai. C'est ça. Je verrai en fait donc le personnage qui sera un peu plus âgé, un peu plus mûr. Je verrai Josh Brolin pour jouer le rôle de Loup solitaire. D'accord. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de Josh Brolin dans le plus tôt de sa carrière, il jouait le grand frère dans les Goonies de Mikey. Ah oui, et d'accord. Puis en 2013, voilà, on l'a retrouvé dans l'adaptation de Old Boy, l'adaptation américaine de Spike Lee, où il joue justement Old Boy. Et puis bien sûr, on trouve dans énormément de films. Moi, j'aime beaucoup cet acteur, je trouve vraiment sympa. Il a une tête de badass. Oui, ça. Il complètement, ouais, et autant qu'il peut jouer un antagoniste qu'un protagoniste, donc oui, bon ou moi, mauvais. En fait, il a la tête le mix entre Pierce Brosnan et Dolph Lundgren. Ah, pas con ça. Ouais. Alors les gars, qui est-ce que vous verrez à jouer justement Yastromo? Il va nous sortir Van Damme ou Oh putain, Van Damme, c'est bon ça. C'est bon ça. Oui, génial. Mais oui, tu lui mets une petite barbe blanche et hop. Van Damme ou du Arnold Schwarzenegger aussi. Purée, je te raconte pas le désastre là. Lui par contre qui me ferait penser d'ailleurs à Conan et tout ça. Ouais. Par contre, Balthus dire les gars, je verrai Jeremy Renner. Ah, Mr. Rainier. Ouais. Oui. Ouais. C'est vrai. Avec une petite coupe mohawk, queue de cheval là. Hein. Par contre, plus sérieusement, je pense que Van Damme, moi je le verrais bien en train d'incarner le héros des Dragons d'Or. Ah, le chasseur de trésors. Chasseur de trésors. Ah oui. Ouais, pas mal. Avec une petite pointe d'humour comme ça de temps en temps. Ouais, cool. Ouais, comme dans les Comics Wizard avec les faux castings. Bon allez, je vais quitter le monde du 7e art les gars et vous replonger un petit peu dans les livres dont vous êtes le héros du livre-jeu.
Alors les mecs, est-ce que ça serait une bonne idée d'adapter certains livres en jeux vidéo next gen? Alors moi je trouve que le next gen on n'y est pas encore, un peu trop tôt vu que tout est multiplateforme, cross-plateforme. Hein. Mais est-ce que ça serait une bonne idée d'adapter donc des livres en jeu next gen? Par exemple, laisser le studio Dark Souls, From Software, laisser From Software avoir la licence pour adapter les livres. Moi je dirais pourquoi pas. Ça serait une idée à voir pour voir le rendu ce que ça peut donner. Jerry, je sais que toi tu vas avoir beaucoup de choses à dire vu que t'aimes beaucoup les Dark Souls. Bah, pour moi en fait ce serait juste grandiose. c'est exactement. Voilà quoi, il y a pas photo, je veux dire, ils ont déjà le style en fait pour développer des univers graphiques très intéressants et qui s'inscrivent totalement dans la lignée des ambiances que l'on peut avoir dans les bouquins des fighting fantasy. Justement, on parlait j'avais évoqué un petit peu avant la série des Dragons d'Or. Ça peut être voilà un truc très facile à mettre en œuvre avec un système épisodique qui pourrait vraiment être très sympathique quoi. Ou également toujours dans l'idée de faire un système épisodique. Il y a le studio Il y a le studio Telltale Games qui est en train d'adapter des comics. The Wolf Among Us. The Wolf Among Us. Qui est Fable, ouais. Qui est Fable, la BD voilà. Fable, ouais. Exactement. Et qui est aussi, je pense, un support vidéoludique très très intéressant pour une adaptation de Fighting Fantasy. Ouais. Un studio qui s'adapte un petit peu au retour des jeux, parce que Telltale en fait c'est la nouvelle génération de jeux d'aventure comme les LucasArts. Hein. C'est ça, exactement. Donc ouais, un retour LucasArts, mais en suivant ce côté beaucoup plus interactif de Telltale. Alors les mecs, j'en ai parlé un petit peu voilà sur la communauté Facebook et Masque de Mort a posté justement un lien que j'ai trouvé vraiment intéressant. Je n'étais pas du tout au courant, mais Jerry, ça va nous expliquer tellement de choses. Donc l'un des créateurs de la série des Dark Souls, Demon, Dark Souls 1, Dark Souls 2, excusez-moi sur la prononciation, mais Hidetaka Miyazaki a déclaré que les livres dont vous êtes le héros de Steve Jackson et Ian Livingstone avaient été une source d'inspiration pour la création de leur univers. Et pour la peine, pour la raison qu'ils sont si particuliers. Oh bah voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. C'est ça en fait, mais ça explique tellement qu'on fasse le lien avec Dark Souls sans arrêt. Au bout d'un moment, je me dis mais il faut qu'on arrête d'en parler sur le podcast, c'est pas normal, on a trop de favoritisme pour ce jeu. Mais voilà, après cette information, je suis plus du tout étonné. D'où ma question justement, est-ce qu'on dirait pas à From Software, écoutez, mettez Dark Souls 3 de côté et faites-nous Sorcellerie. C'est ça, exactement. Laissez tomber les adaptations, faites directement le produit source. Faites Sorcellerie, quoi. Vraiment, appelez Steve Jackson, demandez-lui les droits, demandez-lui de contribuer et de travailler avec vous, et gardez exactement, ou avec des évolutions, réparation de bugs, comme ils font entre Dark Souls 1 et 2, c'est la jouabilité, tout qui s'améliore. Mais voilà, qu'on nous crée l'univers de Analand. Qu'on fasse vraiment l'aventure de A à Z, en commençant par notre petit village, parcourant les collines de Shamutanti, passant par la ville de Carré, et un côté un peu différent de Dark Souls où on va avoir beaucoup plus d'indices et de choses à résoudre. Il y a ce nouveau côté dans le jeu. Tu vois, il faut récupérer des items et puis il va falloir discuter. Bon, bien sûr, il y aura beaucoup plus d'interaction avec les vivants. Parce que dans Dark Souls, à part Majula ou certains endroits du jeu où il y a des êtres humains, les 3/4 du temps, il y a que dalle, quoi, c'est mort. À part un mec qui se cache dans un coin qu'il faut absolument trouver parce qu'il te débloque des armes magiques. Alors les gars, je voulais qu'on saute un petit peu sur le sujet du Kickstarter. Le Kickstarter, voilà, qui était un petit peu méconnu. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu carrément une norme de l'indépendance. La façon parfaite d'obtenir son budget, de produire son produit et de trouver justement la clientèle qui l'achètera. Le crowdfunding. Je trouve que c'est vraiment un bon plan pour voir de nouveaux écrivains sortir de l'ombre pour créer justement écrire des livres-jeux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, ça peut être ouais. Je pense qu'ils ont besoin un coup de pouce, tu vois, pour écrire et tout. Ouais.
Si le mec il fait 35-40 heures par semaine, c'est possible, mais c'est un peu difficile. S'il se dit voilà, j'ai besoin de 5000 euros et je peux vous produire 6 livres ou 7 livres, je sais pas. Tu vois, c'est je sais pas moi, c'est toute la raison qu'est-ce que ça pourrait être pour lui, mais voilà, je vous promets ça et si vous me donnez 15 euros, je peux vous promettre le volume 1 et 2 et c'est des trucs comme ça. Si vous me donnez 100 euros, je vous promets les 10 livres. Bref. Ouais, pour se faire connaître, quoi, pour Bien marquer sûr, leur ouais. début, entre guillemets, quoi. Enfin, ça pourrait donner, moi je trouve une chance à tous ces nouveaux écrivains de sortir. Hein. Il y en a pas mal déjà, hein, mais. Ouais, puis s'appuyer un peu sur leur bibliographie, comme on dit, quoi. Alors justement, j'ai une question qui s'enchaîne avec celle-ci. Ces nouveaux écrivains, devrait-on donner priorité à Gallimard via Folio Junior, hein, de les publier, ou devrait-on voir un nouvel éditeur arriver en France pour cette renaissance des livres dont vous êtes le héros? Ou est-ce que ça devrait rester comme ça l'est aujourd'hui? Il faut aller sur le site de l'écrivain pour se le procurer. Bon, la question est vaste. Après, tout dépend comment on voit les choses. Hein. En effet, elle est vaste, tout à fait. Mais si on dit Gallimard, ça va te parler déjà à beaucoup plus de gens. Le problème, c'est que c'est Gallimard qui contrôle. Et Gallimard, voilà, peut-être que quelqu'un a envie de produire une série avec violence et sexe et faut voir si ça peut passer Gallimard. Tu vois, il y a des choses comme ça. Ouais. Ou est-ce qu'il faudrait voir un nouvel éditeur? Est-ce que ça serait bien d'avoir tous ces livres-jeux? Parce que bon, quand on regarde par exemple en Angleterre, on en parlait avec Jerry, ça, mais en Angleterre, c'est pas tous les mêmes éditeurs. Hein. Bah pour moi en fait c'est intéressant de garder une certaine ligne éditoriale en fait pour les livres qu'on connaît bien, les séries qu'on connaît bien. Après pour des trucs en fait entre guillemets, là on rentrerait en fait dans une niche de niche, c'est-à-dire des thèmes un petit peu plus particuliers qui sortent vraiment en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Bah, comme tu l'as dit en fait, ça pourrait être où il y a du sexe, des trucs un peu plus sombres, entre guillemets en fait des versions pour adultes du livre dont vous êtes le héros, pourrait du coup sortir dans une autre édition chez un autre éditeur, de manière à ne pas enfermer en fait le genre dans un style imposé, en fait une ligne éditoriale imposée par une maison d'édition. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. En gros. Et toi, en fait s'exprimer en fait les gens à travers c'est ça, ouais. des Oui, voilà. C'est ça, ouais, t'as touché. Sont adaptés à ce style-là. Ouais. Les gars, une dernière question. La dernière question pour ce podcast. Le lien justement des livres-jeux avec les jeux texte-aventure. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le texte-aventure, c'est un peu les tout premiers jeux vidéo qui étaient plutôt des jeux PC. Le texte-aventure, c'était une mise en situation, par exemple un texte qui apparaît à l'écran. Il n'y avait pas de visuel encore à l'époque, hein, pas de graphisme. Le texte nous disait, vous êtes devant une maison, que faites-vous? Et vous tapez justement ce que vous faites. Je vais au nord, sud-est, ouest. Le jeu, en fait, dans son système de mémoire, sauvegardait des mots-clés et savait justement ce qui, quand vous les écrivez, le jeu pouvait développer son script et vous faire progresser dans l'aventure. Donc si vous étiez tu as un petit exemple, genre... Ouais, bien sûr. Zork, exactement. Zork 1, 2, 3, Stationfall, Moon Mist, Wishbringer, Cutthroats, Hollywood Hijinks, Ballyhoo, Trinity, Beyond Zork aussi. Et puis tout ça a évolué en le jeu FMV, Full Motion Video, qui est par exemple Rebel Assault, je crois que c'est ça, le tout premier Rebel Assault, qui avait du jeu de tir en même temps, mais plus précisément c'est Myst. Myst, oui, c'est ça. Myst est vraiment l'évolution du texte aventure, où c'est la même chose, mais cette fois vous n'écrivez plus, vous cliquez dans la direction et touchez ce que vous voulez dans le jeu. Est-ce que vous pensez plutôt que ça serait cool, ou voire même magnifique, que Steve Jackson ou Ian Livingstone nous créent un jeu de texte-aventure? Parce que contrairement au livre-jeu, où on nous propose les choix, le texte-aventure nous laissera créer les choix que l'on veut, voir un peu les possibilités que l'on peut obtenir. Donc on est sur toute une autre interaction. J'ai envie de te dire non, parce que je préférais qu'il travaille avec From Software pour faire un nouveau Dark Souls. Ok, en effet. Il y a déjà beaucoup à faire, donc il faut pas s'éparpiller. Ouais, mais cette question elle est un peu plus pour le rétro gaming, tu vois. C'est vrai que le texte aventure c'est un marché niche, hein. Mais moi j'aimerais bien voir ça en fait, par les grands créateurs des Fighting Fantasy.
Je trouve que ça serait super de faire une aventure texte comme ça, qu'on peut jouer sur iPad, iPhone, parce que ça garde le même principe. C'est à nous de taper ce que l'on veut faire, où on va aller. Mais c'est pas parce qu'on a celui-ci, Jerry, que From Software ne devrait pas créer l'autre. Ah oui, mais dans ce cas-là, c'est dans l'ordre de priorité qui crée d'abord l'autre. Okay. On verra ensuite. Mais toi, Ludo, je vois que ça t'intéresse, hein? Oui, ça pourrait être à découvrir maintenant. Prise de tête. Ça peut être ouais, voilà. Ouais. Bah c'est une autre génération de jeux vidéo. Aujourd'hui, tout est indiqué, hein. Ouais. Quand on joue au jeu de Peter Molineux, voilà, on peut désactiver toutes ces options-là, mais il y a quand même cet instinct de créer des jeux qui sont faciles à suivre. Je veux dire, quand on joue à Morrowind et qu'on joue après à Skyrim, Morrowind, quand on nous dit qu'il y a un donjon à l'est, à côté de 2 arbres, il faut aller à l'est, trouver ces 2 arbres pour trouver le donjon. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, Skyrim, on nous dit qu'il y a un donjon à l'est, entre 2 arbres, bah, sur notre radar, qui est tout en haut au milieu de l'écran, tout on indiqué, voit une porte de donjon qui apparaît, et il suffit de tracer comme un dingue jusqu'à ce qu'on arrive devant. Il y avait un jeu comme ça aussi, si je sais pas si tu te rappelles sur PC, c'était Amazon, un peu à la Myst, un petit peu. Ah non, ça me dit rien du tout, tiens, celui-là. Je me souviens des jardins de Rama, Atlantide, c'est pas celui-là auquel tu penses? Ah, non, l'Amazon, oui, la mer zone, la mer zone. Ah, c'est la mer zone. La mer zone, ouais. Ah bah c'est ça, bah, je crois que tu l'avais d'ailleurs sur Benoît PC. Socal, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, et puis il y avait la suite, il y avait une suite, mais il y avait aussi Socal qui avait créé Siberia. Exact. Oui, bah voilà. Ouais, Exact. bah c'est ça, ouais, bien sûr. Mais bon, là, c'est la nouvelle génération, c'est le visuel qui est mis en avant. Ah, moi, j'aimerais bien voir cette deuxième génération de jeux d'aventure, hein, fait par Steve Jackson et Livingston. Ce serait génial. Les gars, justement, là, ça vient de me faire penser, mais vous connaissez Shadowgate? Oui. Oui. Ok, sur Nintendo, qui est le juste avant la formule Myst sur Nintendo. Shadowgate, il y a Shadowgate qui est un jeu qui date un petit peu des années, si je me trompe pas, 80, qui a été refait en HD, nouvelles illustrations, mais qui garde son principe du clic et d'avancer, qui est maintenant sur Steam. Sur Steam, ouais. Ouais, le nouveau Shadowgate. Il est sorti d'ailleurs, je crois que c'est au mois d'août là, donc c'est encore récent. Hein. Ouais, il est sorti. Ouais. Voilà. Alors il faut pas oublier aussi qu'il y a la Montagne de Feu qui est toujours trouvable aujourd'hui sur eBay, qui est adapté en sorte de hack and slash jeu d'aventure sur Nintendo DS. D'accord. Ouais, il y a l'adaptation, ouais. Et il y en a pas mal d'autres. C'est assez intéressant, mais voilà, en parlant d'adaptation, je replonge dans Loup solitaire. Je trouve que c'est celui qui a le plus d'adaptations qu'on peut trouver sur toutes les tout support possible. On va appeler ça même le Lone Wolf Madness. Le Madness Loup solitaire. Project Ion. Alors ceux qui connaissent pas Project Ion, c'est un site web où vous pouvez jouer à quasiment tous les livres Loup solitaire directement en ligne avec des plugins qui vous permettent de gérer votre inventaire. Voilà, si c'est un peu difficile pour vous car vous conduisez au boulot ou je sais pas quoi, vous pouvez pas avoir le livre, vous trouvez pas le temps, vous êtes seulement devant l'écran d'ordi, vous pouvez les lire là-dessus. C'est assez pratique, très bien fait. Avec un clic, vous êtes au prochain paragraphe. Voilà, donc Project Ion a adapté je crois qu'ils ont adapté les premiers livres de Loup solitaire sur Nintendo DS. Alors si vous avez des cartes qui sont illégaux, hein, voilà, vous pouvez télécharger ces fichiers sur Project Ion et jouer donc au premier roman de Loup solitaire qui est une adaptation quasiment semblable au livre sur votre DS. Pratique quand vous voyagez. Lone Wolf, bien sûr, avec Jerry, on en a parlé, qui est adapté sur iPad ou iPhone. Par contre, là, c'est une toute nouvelle aventure. Lone Wolf aussi existe. Les 5 premiers livres sont sur Google Play, qui sont bien sûr Les Maîtres des Ténèbres, La Traversée Infernale, Les Grottes de Kalt, Le Gouffre Maudit et Le Tyran du Désert. Bah écoutez, voilà pour cet épisode. Hein. J'espère que ça vous a fait plaisir de répondre à ces questions, de plonger encore une fois dans toute la beauté de l'univers des livres dont vous êtes le héros. Un vrai plaisir, les gars. Et voilà, comme on l'a expliqué pendant le podcast, notre prochain livre. Donc si vous voulez justement lire le livre avant que le podcast sorte, pour suivre le podcast un peu mieux, sachant que vous ayez lu le livre, ça sera donc Le Manoir de l'Enfer. Sur ce, les gars, on se quitte sur un morceau de musique. Ce serait quoi cette fois-ci? Jerry, je pense que tu connais le groupe d'avance. Je pense que ce sera peut-être du Goblin. Exactement. Et on va s'écouter un morceau live que j'aime beaucoup d'eux, qui est Snip Snap. Snip Snap. Ah, Parfait. Oui. Snip Snap.
Ludo, Jerry, un vrai plaisir comme d'habitude les gars. Toujours un très bon moment de discuter des livres dans le héros. Très sympa l'épisode. Là on peut penser déjà à l'avance de ce qui peut sortir, de se remémorer tous ces souvenirs et voilà d'analyser un peu plus les livres dont vous êtes le héros. Je vous dis à très bientôt. Eh ben à bientôt. À bientôt Xav. À bientôt Ludo. Salut à tous. Salut Jerry. Salut Xavier. Salut les auditeurs et passez un excellent mois d'octobre. Ciao ciao.
Hey Xav, Ouais, Jerry? je suis pas sorti de ma chambre depuis les années 80 et je suis plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas-là, il faut que tu lises Retro Playing Magazine. Retro Playing Magazine. Le magazine pour les passionnés du rétro et néo-rétro gaming. On y trouve des tests, actus jeux vidéo, et même des dossiers sur les plus grandes sagas comme Final Fantasy. Même des infos sur les imports. US et Japon. Ha! Mais où est-ce que je peux trouver ce mag? Sur www.retro-playing.com. Et dans la montagne de feu? Bah écoute, si t'as 3 pièces d'or et un bouclier... Ouh. Ok, nous y voici Jerry, devant la forteresse du Grand Zagor. Ok Xav. Préparons-nous. T'as les dents de gobelin? Check. Armure enchantée? Check. Ok, sors ton bouclier de fer. Ok, je sors mon... attends, quoi? Mon bouclier est en bois? Tu m'as pas dit qu'il fallait qu'il soit en fer? Ah ben, tu comptes faire comment contre le dragon? Attends, le quoi? Ah, c'est con ça, il se dirige vers toi, Jerry. Oh bon sang, il fonce vers moi, merde! Il va me cracher dessus! Il y a mon bouclier qui brûle! Oh, je suis en feu! Ah bah, ça, Jerry, si t'avais lu Retro Playing Mag, c'est sûr que t'aurais mieux assuré. Retro Playing Mag, le magazine des joueurs rétro et néo-rétro gamers.